Donc, aujourd'hui, à ce chapitre 16, nous allons commencer par une récapitulation pour remettre un petit peu les choses, les reprofiler. C'est-à-dire que, quel était le motif? Quel est le motif du roman, de la scène? Il s'agit enfin, c'est une étude qui traite de la votation, c'est-à-dire des techniques de vote et de gouvernement démocratique. Votation ou gouvernance, on va appeler ça gouvernance, dans l'esprit ou à la raison de l'écologie. C'est l'hypothèse primordiale. Il n'y aurait pas d'écologie humaine et d'un milieu humain sans une gouvernance disons par la psychologie collective, c'est-à-dire une gouvernance démocratique. Alors, pour examiner cette thèse, cette hypothèse, ou pour la décrire, il faut procéder par deux traitements. Tout d'abord, le traitement de l'objet. Pourquoi votons-nous? Pourquoi une population va-t-elle voter? Quel est l'objet de son vote? Et cette étude de l'objet du vote découvre rapidement que son essentiel, c'est la négation. C'est ce qui n'existe pas ou ce qui n'existe pas encore, c'est-à-dire le futur, pourquoi on vote et vers quoi on avance, ou bien ce que l'on ne sait pas, parce que personne ne peut tout savoir, et même pas les gens qui votent. Donc, principalement, les électeurs doivent, pour procéder à un vote cohérent, consciencieux, doivent pouvoir traiter psychiquement ou intellectuellement, mais dicter leur vote en fonction, on va dire, d'un insu. Et donc, il y a tout un traitement des négations, les simples négations, la négation simple, la dénégation. En mathématiques, on écrit par exemple ça avec le signe moins, ou bien une barre, en linguistique une barre oblique, en sémantique une barre, un sustrait, une barre au-dessus d'un objet ou d'une notion, etc. La deuxième chose que nous avons constaté devoir étudier dans le cadre de la connaissance comme ça de la gouvernance, la deuxième chose, c'est, donc après l'objet, c'est le milieu. Dans quel milieu se trouvent l'électeur et la population gouvernante? Eh bien, ce que l'on découvre comme milieu, c'est ni plus ni moins le milieu de la propagande ou de la science. Mais principalement, le milieu de la propagande, en tout cas, dans le temps qui précède la démocratie, parce qu'il paraît actuellement que même les démocraties reconnaissent qu'elles ne sont pas du tout en démocratie, et que le théoricien de la démocratie américaine expliquait que c'était simplement le gouvernement par une élite occulte. Il s'appelait Bernays et c'était le double neveu de Freud, et il tirait ses conclusions des conseils et des lectures des livres de son oncle. Donc, en pratique, en réalité, la propagande, enfin la votation, la gouvernance fait face à ce qu'elle ne sait pas et à un milieu qui la trompe, si on peut dire. Alors, sur cette base-là, soit c'est une base simplement de réflexion et de déduction et de logique, l'observation découvre un certain nombre de choses, et cette observation va découvrir que ce milieu
ce fameux, donc ce milieu entre guillemets, soit de propagande, soit scientifique. Ce milieu va passer durant le XXe siècle, on va dire du début vers 1900 jusqu'à présent, est passé par en fait deux états ou le premier, celui de la psychanalyse, complètement lié à la propagande. C'est cette famille freudienne de Sigmund Freud et de son neveu Édouard Bernays. Et il a été dénoncé, opposé, souligné, si on peut dire, parce que bien sûr c'était occulte par définition, hein, cette propagande, mais elle a été soulignée par l'éditeur de science-fiction John, je crois que c'est John Campbell, qui a eu pour ambition de mettre sur le marché, en quelque sorte, quelque chose qui allait mettre fin à la psychanalyse. C'était avec Hubbard et ça s'appelait la dianétique. Donc il y a eu cette période-là, puis, disons jusqu'aux années 60, on va dire, 60-65, et puis elle a évolué avec la fin de Campbell, avec la fin des grands auteurs de Campbell qui étaient Asimov, von Vogt et Hubbard. Donc cette science qui dénonce la propagande ou qui cherche à la contourner ou à la pénétrer par la science, c'est-à-dire la science-fiction que j'appelle, et qu'on peut appeler à ce moment-là la science-fonction, évolue en mettant fin à la psychanalyse, en quelque sorte, ou en la pervertissant complètement, en la dénonçant, en la transformant en scientologie, par exemple. Elle évolue et entre dans une seconde période où la préoccupation est moins le commerce, la propagande militaire et commerciale, que la drogue. La réflexion sur la drogue, au moment où la psychiatrie et la neurologie découvrent la chimie du cerveau et où certaines drogues deviennent à la mode. Et cela va faire une seconde période qui va être caractérisée ou décrite en science-fiction, principalement, on va prendre l'auteur de référence, c'est Philip Dick. Et il y a aussi un autre auteur qui est dont je parle peu, mais enfin c'est l'auteur de Dune, qui fait aussi une écologie où il n'y a rien d'autre finalement qu'un épice, de spice, le spice. Mais ça, disons qu'on va surtout étudier Dick parce que il est particulièrement mêlé à la science. Alors ça, c'est les deux phases que l'on découvre à l'examen du XXe siècle. Et nous découvrons aussi à l'examen de ce XXe siècle, non pas un échelonnement comme ça en phase, quelque chose qu'on appelle de diachronique, mais on découvre quelque chose qui est en opposition permanente, en dualité permanente, que l'on appelle synchronique. Et ça, si on peut dire, ce sont deux mentalités qu'on a caractérisées dans les chapitres précédents pour les comprendre rapidement avec des jeux de mots. Il y a ce sont deux mentalités qui vont aborder l'une l'autre et traiter, mouvoir ou promouvoir la science de deux façons opposées ou complémentaires. L'une, c'est celle qui voit la science, et particulièrement les robots, qui vont, comme les horloges, tic, tac, qui vont un coup comme ci, un coup comme ça. Enfin, et celles-là, on les appelle qui va tiquant.
Donc ça, c'est la mentalité Vatican, évidemment, et avec tout un chapitre, c'est la manière dont les religions vont estimer les dualités matérielles et spirituelles, vivantes et mécaniques. Donc tout ça a été étudié. Donc il y a celle qui Vatican et l'autre qui vac anti. C'est-à-dire que ça, c'est la sémantique, c'est celle qui, c'est pas l'optique d'une opposition, du tic-tac, mais c'est une optique d'une négation inhérente soit à la machine, soit à l'être humain devant la machine. Alors, ces deux, on va appeler ça ces deux mentalités, grosso modo, peuvent être assignées d'une part à Asimov et d'autre part à Van Vogt, le sémanticien Van Vogt, le monde des A nuls, c'est des anti-aristotéliciens ou c'est les non-aristotéliciens, et Asimov, c'est le cycle des robots et c'est la religion de l'atome. Donc, ça, c'est, disons, le résumé que l'on peut faire de ce que l'on a observé jusqu'à présent. Je récapitule, si c'est nécessaire. Donc, pour la raison de l'écologie, il faut opérer une gouvernance basée sur un non-savoir, un insu, et un mensonge et une propagande. Et l'histoire pour débrouiller, pour traverser, pour mûrir cette gouvernance, l'histoire montre qu'elle est passée par une psychanalyse propagande et puis une drogue androïde, et chaque fois ayant montré une espèce d'alternance entre les Vaticans et les Vacanti. Ça, ce sont les faits d'observation, les faits de positionnement et d'observation, et nous avons poursuivi à part l'étape de l'analyse, c'est-à-dire une analytique de maintenant approcher de manière analytique ce milieu et ces objets. Alors là, on va pouvoir servir de quelques schémas. Ça, c'est un schéma ancien, il est très embrouillé, on n'y fait pas attention là juste l'instant, il est complexe, et c'est simplement, il est rapporté de conférences antérieures. En fait, quand on le simplifie, on voit par exemple ici qu'il est constitué par 3 individus. Une Nathalie Nouillère. Nathalie, c'est une femme mystérieuse, c'est une étudiante, on va dire. Naiwer, c'est Weiner, le cybernéticien Weiner, et Biop, c'est Van Vogt. Hein. Et donc, c'est ce que l'on observe à ce moment-là, à ce degré d'analyse, c'est l'analyse de l'identification ou de l'identité. Et nous observons, ou nous avons appris par la psychanalyse, que l'identité se compose de trois personnages ou de 3 étapes. Ceci se fait, tout ça c'est du rappel, hein, mais donc ça se fait sur la base du modèle optique, où on retrouve les 3 étapes, ici le bouquet, la barre, et si on peut dire, et le vase en dessous, et cette chose qui correspond au mythe de la caverne, avec le feu de la caverne, les porteurs et les signifiants. Donc ça, nous avons traité de toutes ces étapes, et pour rappel encore, cette systématique relève aussi bien du modèle optique que d'une autre variété du modèle optique,
le schéma de Lacan, qui est le schéma de la cybernétique. C'est le schéma que Lacan met au principe de la lettre volée et dans les articles de cybernétique. Ça, c'est simplement des rappels pour rappeler les outils que nous avons utilisés. Et les trois personnages historiques que nous avons utilisés sont Stuart, c'est-à-dire cet éditeur, Campbell, le fondateur de la cybernétique, Weiner, et puis nous avons donc ce troisième personnage, Nathalie, donc on va suivre le jeu de ces trois identités. Ces personnages vont se multiplier et se démultiplier, comme par exemple dans la lettre volée, nous avons un roi, une reine, un ministre, ensuite nous avons des policiers, ensuite nous avons Dupin, ensuite nous avons le commentateur qui raconte l'histoire de Dupin, de même qu'on a Holmes et Watson, etc. Donc toute cette accumulation de personnages a eu lieu et a vécu son aventure dans le cours de l'analyse, de l'identification durant ce siècle de science-fonction, où on voit donc les personnes évoluer et mûrir, non pas mourir, mais mûrir. Ça, c'est c'est comme, si on peut dire, cette étape synchronique, c'est-à-dire que ces trois personnages, ces 4, 5, 6 personnages, sont en permanence en relation les uns avec les autres, comme le réel, le symbolique, l'imaginaire sont en relation. Ils font partie de notre conscience, ce sont ceux de nos points de vue, de notre réflexion, du moi, de l'image du moi, etc. Et il y a, par ailleurs, évidemment, une histoire aussi. Une histoire, à ce moment-là, qui va être une histoire diachronique, que nous avons aussi rapporté sur un schéma, sur une schématique. Ici, on le reconnaît sur le bassin méditerranéen. À savoir que ce XXe siècle, cet épisode de propagande, puis de drogue, par exemple, ou cet épisode de ce cheminement entre Vacanti et Vatican qui a eu lieu au XXe siècle de par la planète, et sur toute la planète, et principalement aux États-Unis, dans le monde occidental, mais enfin sur toute la planète, ce moment-là retrouve un point, une espèce de centre de gravité dans l'histoire du bassin méditerranéen. Et ce centre de gravité est constitué par les processus de nomination de l'histoire du bassin méditerranéen, et évidemment l'histoire de la nomination dans le bassin méditerranéen, c'est un nom que je ne saurais pas dire, puisque le nom c'est un mot sacrilège qu'on ne dit pas, de même qu'on ne produit pas d'image de Dieu. Et nous avons donc ici les procédés que nous voyons qui animent l'histoire du bassin méditerranéen, qui commence par un effacement. Ici, je dois faire cet insert fondamental qui rappelle le double sens migratoire des cultures que révèle aujourd'hui la génétique, et ce qui s'indique parfaitement du poinçon selon le schéma de Lacan. Ce qui impose de redoubler le sens de la nomination, et ce qui s'illustre sur l'échelle de l'histoire par une symétrie croisée. L'histoire du bassin méditerranéen commence par un effacement, c'est-à-dire une scène primitive qui va être refoulée, barrée. Il va en rester des pièces, des morceaux, et va sortir un nom qui est sacré, un hiéronyme, et que l'on va retrouver dans les machines de Hieronymus, mais aussi bien
que l'on retrouve dans les machines de Hieronymus sont des machines, si on peut dire, ultramodernes, qui étaient comme celles de l'orgone, de l'éther, de la magie, de la science-fiction et de certains scientifiques du XXe siècle. Mais ce Hieronymus, par exemple, se retrouve être un des tyrans de Syracuse. Et c'est-à-dire, c'est le nom secret le nom sacré, pardon, qui prend corps, si on peut dire, à Syracuse, au moment où a lieu cette nomination. Cette nomination, on la retrouve à présent, au XXe siècle, comme étant celle d'un pharaon oublié, Akhénaton, et dont on a la mémoire comme Oedipe au XXe siècle. Alors, Akhénaton a été découvert en 1900, à l'époque où Freud ressort, si on peut dire, le complexe d'Oedipe. Et cette scène de Akhénaton à Oedipe a duré, s'est tissée, s'est organisée durant tout disons les 2000 ans, 2000, voire 4000 ans d'histoire de l'Égypte et du christianisme, en passant par Moïse. Et nous avons, à ce moment-là, ce cycle de Akhénaton-Moïse devient un peu plus complexe, puisqu'il se distingue en trois, d'une manière qui, je vais effacer maintenant toutes ces choses-là pour reconnaître, d'une manière qu'on appelle le temps logique. Et ça, c'est la psychanalyse de Lacan qui nous a expliqué ça. Pour résumer ce rappel, pour le conclure, que nous avons en fait dans cette histoire de l'Occident, l'histoire du bassin méditerranéen, que l'on va retrouver ensuite, comme nous allons le voir tout à l'heure, que l'on va retrouver dans l'histoire de la science-fiction et dans l'histoire de la science-fonction du XXe siècle. Ceci s'organise par la vertu ou les fonctions de Hermès Trismégiste, qui devient triplex après le passage syracusien. Nous avions ici Syracuse, ici nous avions un Hermès simple ou double, et après Syracuse, il devient triple et arrive au chiffrage qui va faire notre temps moderne, c'est-à-dire le chiffrage, c'est-à-dire le code. Au départ, nous avons ici ce qu'on appelle une scène primitive. Voilà. Donc, ces rappels, maintenant, nous allons pouvoir revenir absolument strictement au chapitre 16, parce que nous sommes donc relativement bien équipés pour comprendre ce qui va se passer dans ce chapitre-là. Y a-t-il des questions ou est-ce que je continue? Je vais continuer. On a fait une récapitulation, l'objet, l'insu, le milieu, la propagande. On a observé que ce processus de gouvernance, cette maturation vers la démocratie passait par une propagande psychanalytique, puis par des phénomènes de chimie du cerveau, qu'il y avait deux mentalités, des mentalités religieuses ou matérialistes, c'est-à-dire Vatican et Vacanti, et que tout cela se composait aussi, était formé d'une sorte de trame,
qui était composé par les états d'identité et les relations psychiques et sémantiques et symboliques du nom et des personnes qui, se maturant à l'intérieur enfin pour chaque individu, se lie aussi en long dans une histoire d'une civilisation ou d'une théologie qui mûrit, ou bien d'une mémoire qui se mature. Et donc ça, il s'agit donc on a retrouvé là les motifs, on a retrouvé l'observation et l'analytique dont nous venons de parler. Avec ces instruments, avec ces notions, on a pu mener une enquête et là, nous avons pu observer précisément sur pièces, sur texte, sur information, sur recherche, nous avons pu observer en effet et décrire au fil des chapitres qu'est-ce que c'était que l'atomiste, Asimov, qu'est-ce que c'était que l'atome, qu'est-ce que c'était que la robotique, et quelle était, à l'opposé de cela, la religion. Et on a observé avec la psychanalyse de Freud et de Bernays aux États-Unis, on a observé qu'il y avait une combinaison entre matérialisme et religion, et cette combinaison était ce qu'on appelait la propagande. Donc on va de nouveau revenir à de la schématique pour ce rappel. Ça aussi, c'est un tableau ou une table de rappel que nous avons utilisé dans des conférences précédentes. Donc, l'atome et la religion se combinent en forme de propagande, que j'ai appelée, parce qu'il y a tout lieu de l'appeler comme ça, propagande. C'est-à-dire quelque chose qui propage le gang, mais aussi qui comporte quelque chose de l'anti-aristotélicisme, c'est-à-dire qui est professionnellement un pas gang, l'inverse. Donc il y a c'est toujours cette opposition entre les termes qu'on appelle Castor et Pollux, mais aussi c'est Vatican et Vacanti. Donc ce propagande veut dire deux choses à la fois, et c'est particulièrement par la psychologie qui s'ajoute, la psychologie s'ajoute à cette combinatoire atome-religion, à cette propagande, et cette psychanalyse, même si elle va bien se combiner à la propagande, va en fait s'y opposer pour transformer, enfin, va l'analyser et va transformer cette propagande en une énergétique. Et à E3, ces fonctions vont faire une espèce d'ensemble dynamique, ce qu'on appelle une logique de tiers exclu. Et donc là, nous sommes dans le domaine de l'observation. Hein, nous avons observé les atomistes et la propagande militaire des atomistes. Nous avons observé les religieux et les allégations religieuses donc au combat. Et puis nous avons observé la psychanalyse, les théories de pulsion de vie, de pulsion de mort, la libido, ces énergétiques. Et nous observons aussi que dans ce double ensemble, ce qu'on appelle ce principe du tiers exclu ajoute deux choses. Ce que j'appelle ici, ce que j'ai écrit ici, D2V, c'est-à-dire c'est ni plus ni moins qu'une conception, on va dire, mature, une conception évoluée de la psychanalyse. C'est-à-dire c'est celle. Ici, ce D2V, c'est ce que Campbell va ajouter à la psychanalyse freudienne en la transformant en dianétique. Et à ce moment-là, il va y avoir donc
forcément une espèce de dévoilement de la nature de la psychanalyse, et on peut la chiffrer comme un code, mais en même temps apparaît, c'est là où on voit donc dans cette chronologie, nous entrons dans la deuxième partie du XXe siècle avec la question de la drogue, particulièrement décrite par Philippe Dick, si on peut le prendre comme icône de cet épisode, hein, ou de cette période ou de cette phase. Et c'est là où nous étions arrêtés au chapitre 15, si je me souviens bien, et nous avions annoncé que, en fait, et dans le chapitre 16, c'est tout à fait explicite aussi, on va voir dans le chapitre 16 que à partir du moment où on envisage, les gens qui dialoguent dans le chapitre 16 constate qu'il faut passer par une civilisation de la drogue, c'est-à-dire une liberté de la drogue. À ce moment-là, il y a bien sûr des résistances absolues qui s'élèvent, et cette chose est empêchée parce que la drogue ne peut pas se produire avant qu'il y ait une certaine analyse. Et laquelle certaine analyse ne veut pas non plus se produire avant qu'elle soit passée par la drogue. Donc il y a une espèce d'incompatibilité ou de contradiction. Cette drogue réclame un élément pour pouvoir être en effet libéralisée, et cet élément ne peut se produire que si la drogue est déjà là. Donc comment appelons-nous, comment se sont appelés, de quoi s'agit-il dans cet élément complémentaire ou associé? Il s'agit de ce qu'on appelle la psychohistoire. Cette psychohistoire qui est la combinaison de la psychanalyse et de l'évolution des sciences et de la connaissance technique, donc la connaissance du cerveau. Cette psychohistoire, on l'a décrite, elle demande d'abord la levée d'un refoulement, c'est-à-dire que pour qu'il y ait une psychohistoire, une histoire, il faut que la scène primitive soit connue, ce qui n'a pas encore lieu. Et on prétend faire de la psychohistoire, mais le refoulé n'est pas levé. Et il faut deuxièmement connaître les techniques de chiffrage, et celles-là sont bien décrites, par exemple, par Asimov. Ce sont des techniques mathématiques. Donc, et cela, avec ces deux éléments, nous allons pouvoir combiner et opérer sainement une industrie de la drogue, qui peut être soit des drogues psychédéliques, mais aussi des drogues, évidemment des drogues psychiatriques, qui ne sont pas opérées sainement actuellement, tant que le refoulement n'est pas levé et que le chiffrage n'est pas bien coordonné. Et c'est ce que nous décrivons, la manière de le coordonner, et nous le décrivons ici. Alors il s'agit, en d'autres termes, d'admettre et de comprendre, de progresser en termes d'intelligence artificielle et en termes de cybernétique. Et ceci, dans nos noms de code, s'appelle APSO, c'est-à-dire une machine à gouverner, et l'UCMPP, c'est-à-dire la personne cybernétique, l'androïde ou quelque chose comme ça que nous sommes justement en train de découvrir. Alors, ce sont des noms incompréhensibles, mais je les présente, je les positionne pour montrer à quoi ils correspondent et quel est l'enjeu qu'ils établissent et qu'ils solutionnent, et afin que nous soyons donc motivés à étudier APSO et l'UCMPP. Donc, tout l'ensemble, atomes, religion, psychohistoire, voire même la cybernétique, l'intelligence artificielle, la machine à gouverner, tout ceci se résume s'harmonise ou est cohérent dans le cadre d'une ontologie
qui s'appelle, que l'on appelle, qui a été calculé, qui a été étudié, que l'on appelle le pluriel. Et ce vaste programme, donc de réguler par la cybernétique l'énergétique et le chiffrage des synapses, de la drogue, voire des chromosomes, se produit dans le climat ou dans l'opération d'une analytique de ces phénomènes, et cette analytique s'appelle, qu'on appelle une psychanalyse ou une analyse plurielle. Et c'est donc cette ontologie globale, que l'on appelle analyse plurielle, qui va répondre, ou qui résume, si on peut dire, le motif ou la manière de prendre la gouvernance, donc ou face à l'objet de l'insu et dans le milieu de la propagande. Voici donc, il faut avancer assez vite. Je vais parler de la drogue. Je dois dire quelque chose, alors maintenant, il ne me reste plus beaucoup de temps parce que les choses... Enfin, on a passé un petit peu la moitié du... Il fallait faire toute cette préparation, même si elle est un peu fastidieuse, mais maintenant, il nous faut préciser quelque chose sur la drogue. Parce qu'on en a dit beaucoup la dernière fois. On a parlé justement de cette vie de Philippe Dick. Et il faut, depuis la dernière fois, j'ai découvert et j'ai appris, ou j'ai un peu mieux compris. Je rappelle que ceci représente en gros le chemin et la vie de Philippe Dick. Il est auteur, il écrit, disons, à partir de 1950, 1951. Dans sa vie apparaît en 63 un moment important aux États-Unis, c'est l'assassinat de Kennedy. Ensuite, il y a Nixon, qui est une espèce d'ennemi personnel, en tout cas. Il ne connaît peut-être pas Dick, mais Dick ne pense qu'à lui, même de manière, dit-on, paranoïaque et persécutée. Il y a une perquisition ensuite chez Dick en 71, et qu'il attribue donc au FBI, alors que ce sont peut-être simplement des voleurs. C'est peut-être lui qui a fait un montage, on ne le sait pas, mais on peut supposer qu'en effet il y avait des notions des raisons très précises que le délire de Dick n'en ait pas été un, parce qu'il y avait en parallèle Tim Leary, qui était le grand prêtre du LSD, le LSD qui apparaît, disons, en 1960, Leary, qui est un professeur de Harvard qui s'intéresse particulièrement au LSD, va bientôt être envoyé de Harvard, et il va faire une campagne en 69, une campagne politique pour être pour être gouverneur de Californie. En 69, dès 70, il est emprisonné au motif d'avoir fumé un pétard pour quelques années de prison. Il s'évade, et c'est après son évasion qu'il y a cette perquisition, puis Leary est recapturé. On a vu dans la conférence précédente à quel point les choses étaient effectivement sérieuses, et que les liens de Dick avec Leary pouvaient motiver qu'il y ait eu en effet une perquisition. Nixon n'avait ni plus ni moins déclaré après son évasion que Leary était l'homme le plus dangereux du monde, ou des États-Unis. Donc c'est dire qu'ils étaient tout de même un petit peu énervés avec cette affaire. Mais voici ce qui s'est passé. C'est que ce que nous pouvons apprendre, et qui donne énormément de poids, où vraiment nous sommes là avec quelque chose de très important. Il y a quelqu'un qui s'est appelé James Pike. Je crois que ça se prononce comme ça, Pike. James Pike était un évêque. Ça a été un des premiers évêques
qui a été extrêmement connu. On le voit par exemple ici dans le Time Magazine. C'était un homme très important aux États-Unis. C'était un des premiers prêcheurs par télévision, par les médias. Et cet homme, Pike, était le beau-père de Philip Dick. Donc ils étaient très proches. Ce qui s'est passé, c'est que à partir de 1962 jusqu'en 1966, Pike a subi 4 procès pour hérésie. C'était sur des points particuliers du dogme. Entre autres, c'était sur le fait que le sacrement chrétien était psychoactif. C'était pas c'était pas du simple blé, par exemple. De même, il y a de l'alcool dans le vin du sacrement chrétien, mais dans l'Eucharistie, il n'y a pas de drogue. Selon Pike, il y avait à l'origine une substance psychoactive. Pike l'a recherchée et en 1966, les accusations pour hérésie ont cessé. Elles ont cessé parce que l'évidence était trop en faveur de Pike. Ensuite, il lui est arrivé des malheurs, son fils s'est suicidé, il y a eu pas mal d'histoires, il était âgé, il est parti et il est décédé en 1969 en Israël à la recherche précisément de souches biologique de ce qu'ils appelaient ça s'appelait le Anoki. Il appelait ça le Anoki, c'était cette drogue qui aurait été celle du sacrement chrétien. Et il est mort dans le désert parce que sa voiture est tombée en panne et on ne dit pas longtemps, dans des températures infernales. Donc Pike a disparu. Il était donc alors voilà qui était. Nous l'avons ici sur le Time Magazine. Nous l'avons ici. Voici quel était le personnage. Et le voici ici avec Dick. Nous avons ici Philip Dick ici et son beau-père qui a célébré son mariage. Voilà. Donc, ce qui est important, ce qui est très important, c'est de prendre acte. Par exemple, pour savoir à quoi on se prépare dans ces cas-là, ce que je viens de dire là, la recherche les hérésies à propos de cette, on appelle ça antéogène, c'est-à-dire la drogue qui génère des mentalités théologiques. Même Wikipédia n'en parle pas. C'est dire qu'il y a comme une espèce de résistance. On se sauve, même sans savoir pourquoi, mais il est extrêmement difficile de concevoir ça. Il est extrêmement difficile de concevoir, par exemple, parce que c'est quelque chose d'abominable, que nous ne souhaiterions à personne, que par exemple, nous envisageons une population qui soit privée de pouvoir célébrer son culte traditionnel et de pouvoir officier ses sacrements. On trouverait ça intolérable, on dirait, mais ce sont des gens sans culture ou sans civilisation qui ne permettraient pas à des civilisations anciennes d'avoir une religion et de pouvoir la pratiquer. Or, si le sacrement eucharistique était une drogue psychoactive, eh bien évidemment, en l'occurrence, maintenant les choses sont scientifiquement démontrées, c'est ce que Pike démontrait, il s'agit de... Pike pensait que c'était d'un champignon, mais il s'agit de ce champignon qui pousse sur le blé, c'est-à-dire ce LSD. Et par conséquent,
le christianisme, à partir de quelques siècles après ses origines, a eu pour sacrement un placebo. La scène, le roman, va chercher dès le départ qu'est-ce que c'est que l'alibi, quel est l'alibi du placebo. Et cette question va être posée sur le tabac avec Freud. Mais beaucoup plus profondément, il s'agit pour l'Occident actuellement de savoir pourquoi elle a entretenu son culte et son église même, prive ses croyants et ses ouailles, prive de sacrements. Alors, évidemment, c'est embêtant quand on est face à des choses pareilles. Hein. Je rappelle une chose. Yeats, actuellement, selon Yeats, c'est une historienne de la Renaissance, et qui a permis de montrer que ce qui se passe au temps présent, au temps actuel, est une répétition de ce qui se passait à la Renaissance. Ceci à propos de l'identification de ce qu'on appelle du trismégiste, c'est-à-dire de Moïse. À la Renaissance, Moïse avait été identifié comme un pharaon égyptien où on reconnaît Akhenaton. Et actuellement, au XXe siècle, c'est la même chose qui se passe avec Freud, la psychanalyse, et puis toute notre civilisation actuelle. Yeats, à la Renaissance, quand elle a vu que cette identification de la scène primitive, c'est-à-dire du rôle de Amarna et d'Akhenaton et de sa nomination, hein, dans l'histoire, quand elle a vu qu'elle était à la Renaissance refoulée, Yeats a estimé que l'Europe avait à ce moment-là raté avait été interrompue dans son développement. C'était le début de la guerre de 30 ans à ce moment-là, et le projet européen avait avorté. Ça, c'est ce que l'historienne Frances Yates identifie de la Renaissance. Étant donné que nous sommes dans une répétition de ce moment-là, au moment où, au milieu du XXe siècle, nous découvrons c'est Albert Hofmann, le chimiste suisse qui découvre, et le laboratoire Sandoz qui découvre les LSD, à partir du moment où ils le découvrent et que leurs recherches vont dans l'histoire montrer et aller chercher sur le terrain et montrer que dans le bassin méditerranéen à l'époque de Moïse, on savait produire cette drogue. Et à partir du moment où on le découvre, nous répétons exactement, l'Europe répète exactement ce blocage, cet arrêt de son développement identique à celui que Yeats avait déjà exploré, montré et décrit, étudié en tant qu'historienne. Alors, ou bien on prend la leçon de l'histoire d'une part et puis des universitaires, ou bien nous répétons cet aveuglement et nous allons donc nous bombarder, nous égorger et puis recommencer. Alors que là, maintenant, on se bagarre, donc on est vraiment sur la corniche, hein, tout près de l'abîme. Hein. Donc, ce n'est pas pour faire une apologie, évidemment, de la drogue, puisque tout ce que nous avons dit jusqu'à présent, c'était pour dire que pour passer à la drogue, tel que, évidemment, on voit que nous sommes sur un point extrêmement complexe et tendu de résistance à ce passage-là, pour passer à la drogue, il faut, de manière combinée, reconnaître la machine à gouverner, la gouvernance, ou la cybernétique, ou la génétique. Hein. Alors, c'est ce que ce chapitre 16 explique. Je n'ai plus que 8 minutes pour maintenant l'exposer, ce chapitre 16. Mais il fallait évidemment tout ça
pour pouvoir le décrire. Il est très dur et très compliqué à lire parce que, je vais essayer en 8 minutes d'expliquer son enjeu. À une époque, et longtemps, et toutes les civilisations ont rapporté l'origine on dit que ce que nous percevions était des illusions, était une illusion. Tout le monde, tout ce que l'on perçoit, c'est dans notre crânienne, dans notre caverne, et en fait, nous ne savons pas ce qu'il y a à l'extérieur. C'est cet insu dont nous parlions tout à fait au début. Alors, soit c'était le verbe, le logos, qui avait avant tout, soit c'était le grand serpent en Amérique, soit c'était les océans primordiaux, soit c'était l'éther, le Big Bang. Le Big Bang qui est maintenant devenu une théorie mathématique. On a eu beaucoup de fondations du monde. Il en est une qui, aujourd'hui, se présente, qui n'est pas mentionnée, qui n'est pas utilisée, mais que le chapitre 16 rapporte. Il y a quelques allusions à cela. De même qu'on disait il n'y avait rien, que des illusions, et avant tout, au départ, une mer primordiale, des eaux, ou de l'éther, ou une énergie, ou une mathématique, une physique quantique, ou quelque chose comme ça, eh bien nous pouvons dire, à cette fin du XXe siècle, qu'il y a plus certainement que toute autre chose, toute autre ancienne ontologie ou ancienne base, il y a actuellement une base qui est celle de tout, c'est l'ADN. C'est à partir de l'ADN que notre corps est conçu, que notre perception se construit, que notre pensée s'organise et que le temps lui-même se perpétue, si on peut dire. Nous avons donc un système originel qui est à notre disposition à la fin du XXe siècle pour un tout autre monde, qui n'a jamais eu lieu jusqu'à présent, qui a eu lieu, si, il faut le dire, tout de même, le rappeler, qui a eu lieu parce qu'il paraîtrait que l'on trouve dans des tribus anciennes des idées du monde, de l'origine du monde, qui auraient été conçues à partir non pas d'un grand serpent, non pas d'un serpent à plumes ou d'un volcan primordial, qui auraient été construits à partir d'entrelacs de code. Bon. Le chapitre 16 montre que cet entrelac de code, c'est la même chose que cet entrelac de cybernétique ou de schéma cybernétique que Lacan a permis de mettre au principe de la génétique, au principe du code, de sorte que le code se développe avec ces processus d'identité, ces nombreux ces processus d'identification, ces noms et ces images et ces places qui s'articulent, qui se mobilisent. Donc ce code se développe en linguistique, en langage, en logos, etc. Mais, alors, le chapitre 16 montre ceci, c'est que si, de même que, je sais quoi, c'est Saint Paul ou Saint Jean qui dit le logos parle, avant tout. Au début était le verbe. Nous pouvons dire aujourd'hui, au début était le code. Mais quand le verbe a parlé, il s'est passé des tas de choses jusqu'à l'Apocalypse. Aujourd'hui, quand le code parle, c'est ce qui est mis en scène au chapitre 16, il apparaît une étape. Il va rencontrer une objection. Et c'est-à-dire que sur le processus d'identification que peut composer le code, cette identification atteint le domaine de la personnalisation, avec la nomination, toutes ces choses-là se théorisent, s'articulent, se formulent. Et au moment de la personnalisation, il y a une objection au code qui est portée par la personne humaine et qui objecte au code qu'il n'est que machine. L'intelligence artificielle, c'est du code, c'est plus intelligent que tout,
Ça a peut-être créé le monde, et ça crée plus, même que nos perceptions. Et pourtant, on peut lui objecter que ce n'est que machine, et qu'il y a donc, opposé au code, il y a la personne. La personne qui va faire que ce code va reconnaître, va avouer, va reconnaître n'être qu'un robot, qu'une intelligence artificielle. On verra plus tard, mais pour faire le raccourci rapide, une image, on verra que c'est la Matrix, cette fameuse Matrix, qui est d'ailleurs, n'est-ce pas, une thèse créée par Philippe Dick. Donc, le code va reconnaître, finalement, vis-à-vis de la personne, vis-à-vis de la personnalisation, va reculer sur son ambition d'être le Dieu total, enfin le Dieu du monothéisme, par exemple. Il va reculer, il va dire que ce n'est qu'une mécanique, le code, qu'il y a autre chose. Et une fois qu'il aura fait cela, la logique renverse une seconde fois cette position, et le code parlant va se révéler, s'avérer ou être reconnu comme étant un petit bout du code, un petit code très singulier, ce que Dawkins, le théoricien du darwinisme contemporain, appelle le selfish gene, le gène égoïste. Il l'appelle le mème, le mime, le mémé, le mème, same, mime, c'est-à-dire le chromosome Y. Et c'est le chromosome Y qui parle. Alors on a toute une théorie extraordinaire, et aussi bien l'observation du refoulement à ce propos. Lacan aura complètement refoulé cette présence du chromosome Y en développant que c'est le nom qui parle, c'est le nom du père, c'est ce signifiant premier, En fait, Lacan refoule que c'est le Y, et quant à ceux qui s'intéressent au Y, nous avons ici un fameux livre avec un torse viril, livre d'une féministe, Elisabeth Badinter, à l'époque de Lacan. Elle s'intéresse au Y. Malheureusement, là où lui, parlant du nom, ne parle pas du Y, elle, parlant du nom et de l'identité masculine, du Y, ne parle pas du patronyme et de la filiation. Donc nous avons là, au moment de la génétique, au moment où nous sommes passés après la psychanalyse propagande, où nous entrons dans la drogue code, nous observons historiquement des énormes monuments de refoulement qui ont été soutenus par le féminisme ou par Lacan. Et c'est cela donc à quoi aboutit ou conclut, j'arrive juste à l'heure des 21h, pour dire le fin mot du chapitre 16. J'espère que j'ai été un peu éclairant et que nous pourrons avancer très efficacement donc au prochain chapitre 17. Je termine le hangout.